de hauts responsables pro-russes tués dans des attaques de l'armée ukrainienne. Vladimir Poutine dénonce des actions terroristes. Trêve fragile entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu entré en vigueur ce vendredi. La tempête tropicale Fiona fait un mort en Guadeloupe. Ses vents violents et ses pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations dans l'archipel français. À Londres, au moins 24 heures sont nécessaires pour rejoindre le cercueil d'Élisabeth II et dire un dernier adieu à la reine. La file d'attente s'étend sur des kilomètres le long de la Tamise. Après 2 années d'annulation à cause de la pandémie de Covid-19, la traditionnelle fête de la bière fait son retour à Munich. Alors que la contre-offensive ukrainienne a pris Moscou de court, les autorités pro-russes dénoncent des attaques de missiles des forces de Kiev contre des bâtiments administratifs, comme ici dans la ville de Kherson dans le sud. Dans l'Est, Kiev est aussi accusé d'avoir tué dans une explosion le procureur général de la région séparatiste pro-russe de Lugansk, Sergueï Gorenko. Le dirigeant pro-russe de la région a dénoncé un acte terroriste. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé depuis le sommet de l'OCS en Ouzbékistan ne pas être pressé de terminer sa campagne militaire en Ukraine. Nos opérations offensives dans le Donbass ne s'arrêtent pas, dit-il, elles se poursuivent lentement. La Fédération de Russie occupe progressivement, graduellement de nouveaux territoires, dit-il. Je souligne que nous ne combattons pas avec toute notre armée, nous combattons seulement avec la partie sous contrat. Le plan des opérations ne nécessite pas de changement, nous ne sommes pas pressés, a-t-il également déclaré. La Russie a également diffusé ces images en affirmant qu'elle menait des attaques dans l'ouest de ce qu'elle nomme la zone d'opération spéciale. Le gouvernement ukrainien a lui publié ces autres images montrant des armements russes à l'abandon dans le Donbass, tandis que des chars ukrainiens progressent. Le président ukrainien sera exceptionnellement autorisé à s'exprimer à distance la semaine prochaine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les États membres de l'organisation ont voté vendredi en faveur de cette décision malgré l'opposition de Moscou. La Russie que Volodymyr Zelensky accuse de meurtre de masse après la découverte de plusieurs centaines de corps enterrés dans la ville d'Izium dans l'est de l'Ukraine. Le monde doit voir ce que l'armée russe a laissé derrière elle, a dit le président ukrainien. Un autre enterrement collectif de personnes assassinées, des enfants, des adultes, des civils et des militaires torturés, abattus, tués par des bombardements. Des mères, des pères et leurs filles, des familles entières sont enterrées à Izium où plus de 400 tombes ont été découvertes dans la forêt. Et il existe déjà des preuves d'autres atrocités commises sous occupation russe. L'Union européenne est profondément choquée par cette découverte et condamne ces atrocités dans les termes les plus forts, a réagi ce vendredi le chef de la diplomatie européenne. Réaction également des États-Unis dans la même veine. Selon les autorités locales, 443 tombes ont été découvertes au total, dont probablement une majorité de civils. Cela est terrifiant et est malheureusement le reflet de la dépravation et de la brutalité avec lesquelles les forces russes mènent cette guerre contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ce vendredi, dans la soirée, le gouverneur régional de la région de Kharkiv rapportait que 99% des corps exhumés à Izium présentaient des signes de mort violente. Plusieurs corps notamment avaient les mains liées derrière le dos, preuve selon lui que les victimes ont été torturées et exécutées. Une poignée de main, mais une trêve fragile entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Les présidents des deux pays voisins se sont entretenus en urgence ce vendredi, en marge du sommet régional de l'OCS qui se tient en Ouzbékistan. Depuis plusieurs jours, des affrontements ont lieu le long de la frontière commune de ces deux pays d'Asie centrale. Une frontière contestée depuis la dislocation de l'URSS. Ce samedi, le Kirghizistan et le Tadjikistan se sont mutuellement accusés de violer le cessez-le-feu, entré en vigueur la veille. Les autorités kirghizes estiment que ces affrontements ont fait 24 morts, 103 blessés et des dizaines de milliers de déplacés. Le ministère tadjik de l'Intérieur indique quant à lui que plusieurs civils ont été tués lors des dernières violations de la trêve. Dans les Caraïbes, la tempête Fiona a balayé la Guadeloupe et fait un mort dans la nuit de vendredi à samedi.
Un homme a été emporté avec son habitation par les flots d'une rivière en crue à Basse-Terre. Les vents violents se sont accompagnés de pluies diluviennes, provoquant d'importantes inondations sur l'île française. La population, elle, s'était préparée. On achète des provisions et on reste enfermé à la maison, sauf en cas de force majeure où on appelle les urgences. En fait. L'île a été placée en vigilance rouge jusqu'à dimanche. Les écoles ont été fermées prématurément et dans les supermarchés, les habitants se sont procurés le nécessaire pour faire face aux coupures d'électricité et d'eau. Un peu de l'eau au cas où il y a des coupures, des bougies, on ne sait jamais. Mais tant que la tempête n'est pas énorme non plus. Fiona poursuit sa route en se renforçant. Ce sont désormais certaines zones de la République dominicaine et de Puerto Rico qui sont sous sa menace. Elle serpente sur des kilomètres le long de la Tamise, la file d'attente composée de dizaines de milliers de personnes venues dire un dernier adieu à la reine. Rejoindre le cercueil d'Élisabeth II prend désormais au moins 24 heures. Et bien que les autorités britanniques demandent à la population de ne pas se rendre à Londres, les gens font la queue malgré tout. On m'avait dit que ça durerait 30 heures et j'étais prête à le faire. J'aurais même été capable d'attendre 3 jours. C'est un moment historique quand même et j'avais envie de le vivre. C'est vrai que ça fait long, 9 heures de queue, depuis 1 heure du matin qu'on est là, mais ça vaut le coup, c'est à faire quand même. Malgré le froid, le public résiste et avance lentement dans une ambiance bon enfant, sous les yeux parfois étonnés, voire admiratifs de ceux qui n'ont pas pris part à ce cortège géant. Je regarde tous ces gens passer et je me dis qu'ils sont vraiment courageux. Cela fait bien longtemps que mes pieds ne peuvent plus marcher sur des kilomètres. Patienter pour adresser un dernier adieu à la défunte monarque avant ses funérailles. Elles auront lieu lundi et s'annoncent grandioses. Des répétitions ont eu lieu aux premières heures du jour ce samedi matin, car des milliers de militaires participeront à cet événement. Ils accompagneront le cercueil d'Élisabeth II du Parlement à l'abbaye de Westminster d'abord, puis après la cérémonie de Londres jusqu'au château de Windsor. Le Humboldt Forum, immense musée au cœur de Berlin, a ouvert au public ce week-end de nouvelles salles où sont exposés les fameux bronzes du Bénin. Ces œuvres sont parmi les plus réputées de l'art africain. Volées pendant l'ère coloniale, elles s'apprêtent à être restituées au Nigeria, où se trouvait l'ancienne capitale du royaume du Bénin. Cette restitution est le fruit d'années de combats du côté du Nigeria et du Bénin. Ces objets représentaient nos ancêtres, nos pères. Donc maintenant qu'ils ont été ramenés dans le royaume, ils vont combler le vide qu'ils ont laissé pendant toutes ces années, explique cette représentante du Musée national du Bénin. Les bronzes du Bénin ont été dispersés dans plusieurs musées européens après avoir été pillés par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Nous avons appris que la restitution est bien plus qu'un acte administratif, explique le directeur du Humboldt Forum. C'est un processus de négociation interculturelle partagée, dit-il. Il s'agit de références personnelles, d'auto-émancipation, d'identité culturelle et de dignité. Nous avons appris à écouter. Vous parlez, nous écoutons. Ces restitutions font écho à des démarches similaires engagées par d'autres pays européens comme la France, qui a restitué l'an dernier au Bénin 26 œuvres au terme de 2 ans de négociations avec Cotonou. Ouverture de la traditionnelle fête de la bière ce samedi à Munich. Comme de coutume, le maire de la ville a donné le coup d'envoi des festivités en perçant un coup de marteau le premier fût avant d'offrir la première chope de bière au président de la Bavière, Markus Söder. Après 2 années d'annulation à cause de la pandémie de Covid-19, certains semblaient pressés de retrouver la fameuse Oktoberfest. C'était le chaos absolu, raconte ce touriste venu de Londres. Nous avons forcé l'entrée et les portes principales, puis nous avons couru en direction de la tente à bière. C'était très amusant. Je vais y aller doucement, dit ce New-Yorkais, et ensuite j'irai tranquillement me resservir. C'est la première fois que je participe à l'Oktoberfest, donc je suis assez excitée, explique cette Autrichienne. Je m'attends à voir beaucoup de bière et j'espère qu'il fera plus chaud à l'intérieur. Les quelques 5 millions de personnes attendues jusqu'au 3 octobre ne seront cette année confrontées à aucune contrainte sanitaire, mais à une hausse des prix. La Fédération des brasseurs allemands a profité d'Oktoberfest pour alerter le gouvernement sur les difficultés du secteur.
À cause de l'inflation, de nombreuses entreprises pourraient mettre la clé sous la porte dans les mois à venir.